Bonjour et bienvenue pour un nouveau Android Leaks. Je suis Benjamin Monjoie. Et je suis Yannick Lemain, bonjour. Alors Yannick, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je pense que nous avons un invité. Ah mince, il y a quelqu'un, bonjour. 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 Mais qui es-tu? Stéphane Nicolas? Ah Stéphane, nous avons parlé de toi dans le tout premier épisode. Ah oui, je suis flatté. Eh bien oui, absolument, nous avons parlé de ToothPic en fait. Ok, c'est chouette, ouais. On va pouvoir creuser un petit peu le sujet aujourd'hui. Et donc on a dit ah Stéphane, c'est pas lui qui a tué RoboJuice. Oh l'enfoiré. Et si, mais pour le meilleur, vous allez voir. Et non, d'abord et avant tout, moi je tiens à te dire sincèrement, mais vraiment très sincèrement, que je suis très content et honoré de t'avoir comme tout premier guest, de t'avoir tout court de comme invité, mais surtout comme tout premier guest de notre super podcast qu'on aime et qui est écouté par des millions de fans à travers le monde. Moi, si ce n'est des milliards, hein, j'ai vu les stats les dernières fois. Hein. Ouais, moi aussi ça me fait très plaisir. Puis ouais, ça faisait longtemps qu'on s'était pas revus, depuis Devox. Et avant ça, ouais, on avait eu une bonne expérience de travail ensemble. Fait que ouais, non, c'est cool de faire ce podcast. Je suis bien content de participer à votre mission. Voilà, j'ai au moins un gars qui peut prouver que j'ai travaillé sur Android. J'ai pas dit que j'étais bon, mais lui il peut prouver que j'ai travaillé sur Android. Voilà. Donc je dis pas que de la merde. Quand tu veux. C'est gentil, merci. Ok, Benjamin. Oui, donc Stéphane, maintenant qu'on a dit un petit peu qui tu étais, est-ce que tu pourrais nous parler un plus de temps? Donc d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu es et qu'est-ce que tu fais? D'où est-ce que je viens? Je suis né en France, j'ai passé pas mal de temps au Québec et maintenant je suis franco-canadien. Et depuis 5-6 ans, déjà ça va faire à peu près une vingtaine d'années que je programme en Java, un peu plus même en fait. Ouais, c'est un peu devenu une obsession en fait. J'ai fait un peu d'autres choses, du C++, des choses comme ça, de l'assembleur au début, mais j'aime vraiment beaucoup Java, donc ça commence à faire un petit bout que j'en fais. Et donc ça doit faire 5-6 ans que j'ai combiné ça avec aussi mon amour de Linux en passant sur Android. Donc c'est quand même plutôt génial d'avoir dans sa main un petit système Linux avec une API programmatique en Java. Donc voilà. Et donc depuis 5-6 ans, je fais de l'Android. J'ai commencé par une appli personnelle en fait pour voir un peu comment ça se passait, qui était Cinema Droid. En fait, la téléchargeait même plus du store. Je pense pas qu'elle marche encore, mais c'était bien sympathique, client-serveur, tout ça. Quand tu l'as pas mis à jour pour Android N? Ah non, je l'ai pas mis à jour depuis 4-5 ans. Elle ne fonctionne pas en multi-window? Non. L'idée, c'était surtout de me familiariser avec la programmation Android et puis de remettre un peu le pied à l'étrier parce que j'ai fait pas mal d'autres choses que de l'informatique avant ça aussi. Donc, t'étais prof de maths, si je me trompe pas. Ouais, j'étais prof d'informatique à l'Université Laval au Québec et puis après dans un cégep qui est une sorte de lycée technique si tu veux. C'était très chouette aussi parce que je formais des futurs professionnels. Et donc après je me suis dit que j'aimerais bien travailler sur Android plutôt que continuer à donner des cours d'informatique en général. Quoique j'aimais beaucoup enseigner, mais donc je me suis lancé dans une appli perso comme un side project on va dire. Ça m'a pris quelques mois, j'ai beaucoup aimé ça. À ce moment-là, j'ai rebougé en France et donc j'ai travaillé pour 2 compagnies en 3 ans à peu près là-bas. Et d'ailleurs, c'est là qu'on s'est connus, Yannick. Donc et une après que je connais, ça, oui, tout à fait. Voilà. Et après ça, donc une fois que ça s'est terminé, j'ai trouvé un boulot en Californie, aux États-Unis. Donc maintenant, je travaille pour Groupon, ça doit faire 2 ans. Donc Groupon, d'abord j'ai travaillé pour eux au Canada et maintenant je suis plus assigné aux États-Unis dans la Silicon Valley. Et c'est un environnement super chouette. En fait, ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est que dans mon boulot, c'est que je peux faire pas mal de recherches et pendant mes horaires de boulot. Donc c'est plus de la recherche comme je faisais avant, en dehors des heures de travail, uniquement à faire des choses intéressantes pendant qu'on n'est pas payé. Donc là, je joins les deux en même temps et j'en suis très très content. Et ouais, donc voilà, ça fait 2 ans qu'on travaille sur une appli qui est quand même très complexe pour différentes raisons. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler par la suite, mais oui, donc c'est une appli qui est assez grosse, avec pas mal de gens qui sont impliqués, donc beaucoup de développement en parallèle, et puis qui avait quand même un certain degré de dette technique, on va dire. Et mon boulot principal, c'est de la refactorer, de la moderniser, et voilà. Alors quand tu parles de moderniser l'application, est-ce que vous utilisez de l'injection de dépendance? Ah oui, on utilise l'injection de dépendance. En fait, il faut savoir que Groupon, c'est la boîte pour laquelle travaillait Michael Burton. Donc Michael Burton, c'est l'auteur de RoboJuice.
Il a commencé ce projet-là comme un projet personnel en dehors de ses heures de boulot, et puis rapidement après il s'est fait embaucher par Groupon, donc il a appliqué RobotJuice à l'intérieur de Groupon. Donc je te dirais que dès le tout début, depuis 5-6 ans que l'application existe, elle a été conçue autour de l'injection de dépendance. Donc c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de notre façon de faire depuis très longtemps. Ça tombe bien, c'est le sujet d'aujourd'hui. Yannick, est-ce que tu te rends compte? C'est incroyable, c'est quand même une coïncidence gigantesque. Énorme. En fait, excuse-moi, je te coupe, Benjamin, c'était juste pour dire que justement l'injection dépendance, on en a déjà touché un mot, plusieurs mots en fait sur nos 2 premiers épisodes, parce que c'est un sujet qui est apparemment quelque chose que nous on chérit quelque part, qu'on utilise en tout cas. Moi je sais j'ai beaucoup de mal sans, et d'ailleurs sur le projet sur lequel je travaille pour le moment, il n'y a pas du tout d'injection dépendance et je pleure presque tous les jours, recroquevillé, par terre, en position du fœtus et tout. Et donc voilà, donc c'est quand même un sujet que je trouve assez intéressant et surtout très important, je pense. Il y a quand même ce côté assez important pour avoir une structure de code clean et comment dire, modulable et facilement scalable. Il n'y a pas de mot pour ça en français. C'est comment est-ce qu'on dit scalable en français? Qui peut grossir. Ouais, scalable, donc on disait. Et donc voilà. Voilà. Est-ce que tu pourrais toi, Stéphane, définir pour toi ce qu'est l'injection de dépendance? Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs façons de voir ça. La façon peut-être un peu rigolote pour commencer. Disons que c'est tout un tas de tuyaux, de codes super compliqués, des concepts pas faciles, juste pour faire des new. Donc quand tu regardes effectivement ce qu'on fait ultimement, c'est juste qu'on remplace des new par une autre façon de faire, qui a un intérêt, après beaucoup en termes de design. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait on n'a pas envie que des objets qui utilisent d'autres objets, donc c'est un objet A qui utilise un objet B, on n'a pas envie que l'objet A, il ait aussi la responsabilité de créer l'objet B. Donc on sait que du bon code, c'est du code dans lequel il y a des entités qui sont concises, qui ont généralement un rôle. Donc si A, il fait un bidule, il a quelque chose dans la vie à faire, une mission, il sert de B, de C, de D, c'est déjà suffisant. Il n'y a pas besoin, en plus, de lui donner le rôle de créer B, C et D. Donc pour obtenir des instances de B, C et D avec lesquelles collaborer pour faire son boulot, il va en fait s'adresser à un framework d'injection de dépendance. Donc les B, C et D sont ses dépendances. On va les injecter dans A, donc d'où le nom injection de dépendance. Et l'avantage de faire ça, c'est que en fait, notre code va être beaucoup plus modulaire. Quand on va vouloir tester A, on va pouvoir lui passer un faux B qu'on contrôle parfaitement, un faux C qu'on contrôle parfaitement, des mocks ou des stubs, ou des objets créés juste pour les tests. Donc, avec ces objets B, C et D, on va pouvoir les injecter à A, lui changer ses implémentations de B, C et D, et puis pouvoir vérifier que A il fait bien son boulot quand on maîtrise tous les paramètres extérieurs. Si tu n'as pas recours à cette technique, que A crée B, C et D et les utilise, ça veut dire que quand tu testes A, tu vas tester A, mais aussi son lien avec B, son lien avec C, son lien avec D, et que B marche, et que C marche, et que D marche, et ainsi de suite. Et en fait, tout ton programme devient une sorte de grosse toile d'araignée où tous les composants viennent ensemble. Et tu peux plus tester en isolation, donc ça veut dire que tu es beaucoup plus sujet à des bugs, à des erreurs de design, à un code qui serait moins modulaire, moins maintenable. Donc on se force à découper en petites entités, et on va en fait utiliser un framework d'injection de dépendance pour faire le lien entre tout ça. On appelle le wiring un peu entre toutes ces entités. Donc ça a beaucoup d'intérêt au niveau de la testabilité, au niveau de la modularité aussi, parce qu'on peut remplacer une implémentation de production, donc un B qui fait quelque chose ou un C qui fait quelque chose, par un autre. Par exemple, tu peux avoir un lecteur de carte de crédit, puis un lecteur de carte Mastercard. Voilà des exemples un peu quotidiens, quoi. Donc tu peux effectivement remplacer une implémentation par une autre, donc donner une certaine articulation à ton code de façon très simple. Et puis l'articulation principale que tu recherches, en fait, c'est de pouvoir remplacer les implémentations de production par des implémentations de test, des mocks, pour pouvoir atteindre un plus grand degré de testabilité dans ton architecture. Donc s'assurer toujours qu'il y a des unit tests. C'est toujours un peu la même perspective de toujours découper ton programme en petites entités simples, concises, bien programmées, avec pas trop de logique, plutôt maintenable, et de pouvoir tester chaque brique, les briques ensemble, etc. et de pouvoir faire grossir un logiciel parce qu'on est sûr de la qualité de chacun de ses composants, en fait. On ne sort jamais vraiment de cette recette-là. Comme ça, tu construis un mur solide. Voilà, tu construis un mur solide. Solide.
Ouais. Solid. Ouais, Non, Solid. ça Ouais, si, marche c'était pas bonne, du ouais. tout, non. Moi, j'essaie. Je suis pas comédien du tout, du tout. Mais c'est exactement ce qu'on a dit en fait. On a mot pour mot, c'est comme ça qu'on l'avait expliqué. Hein, Benjamin? Voilà, ouais, j'aurais peut-être dit mieux encore, tu vois. Non, je trouve que c'était une excellente explication. Et d'ailleurs, je tiens juste à stresser le nombre de fois que t'as parlé de tests. Ce qui est aussi une preuve du besoin des tests dans n'importe quel logiciel, j'ai envie de dire. Ouais. C'est vrai que quand tu discutes avec des programmeurs qui sont pas vraiment dans le monde industriel en fait de l'informatique, ouais, on fait des programmes qui marchent, on a cette appréhension d'un programme qui peut être un peu tout monolithique. Bon, les considérations de design, elles ont plus ou moins d'intérêt. Mais dès que tu veux faire quelque chose qui va marcher super bien, un peu comme on pourrait prendre un avion, voilà, t'as pas envie que l'avion il soit un peu rafistolé avec du fil de fer de barbelé et de la cage à poules parce qu'il restait ça pour pouvoir réparer l'aile. T'as plutôt envie d'un truc qui va décoller 100 000 fois, atterrir 100 000 fois et qu'il n'y ait pas trop de soucis. Donc t'essayes de te donner en fait tous les outils d'un contrôle de qualité industriel et donc t'as effectivement besoin de tests. Je pense que pour des programmeurs qui sont pas très familiers avec ça, ça vaut vraiment le coup d'essayer. C'est là qu'on commence à gagner ses premières étoiles de général en fait. Amen, amen. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Je ne l'aurais pas mieux dit, voilà. Vive les tests. Faites des tests, les gens, Ouais. s'il vous plaît. C'est indispensable. Alors, Stéphane, il me semble que Yannick en a parlé, mais donc vous avez décidé de tuer RoboJuice. Alors on va peut-être parler de ça un peu plus tard, mais donc du coup, c'est parce que, en fait, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on est encore plus content de t'avoir que juste le fait de t'avoir, ce qui est déjà un immense plaisir pour nous, c'est le fait que lors du premier épisode, j'ai parlé de ToSpeak en disant que j'étais très content d'avoir trouvé pour moi une bonne librairie d'injection de dépendance qui n'était pas trop complexe comme Dagger et qui avait justement essayé un petit peu de trimer tous les problèmes qu'on rencontrait avec RoboJuice RoboJuice qui faisait le café en fait au final. Et donc... Ouais. Et donc du coup, voilà, j'avais parlé de ToSpeak et donc du coup, voilà, on voulait savoir pourquoi créer une nouvelle librairie d'injection de dépendance, pourquoi pas participer à Dagger, quel était le besoin de créer ToSpeak, et alors peut-être aussi expliquer quelle est la différence entre Smoothie et ToSpeak. Est-ce que je peux vous faire une petite généalogie de ToSpeak pour vous expliquer un peu la conception de ce Avec projet-là, un si grand ça... plaisir. S'il te plaît. Ouais, ok. Donc, comme je disais, j'ai rejoint Groupon il y a à peu près 2 ans, parce que, en fait, juste un peu avant, dans différents projets sur lesquels j'avais pu intervenir, on utilisait RoboJuice. RoboJuice, en fait, il faut comprendre que c'est un peu le pendant sur Android de Juice. Donc, Juice, c'est une librairie d'injection de dépendance de Google qui a un peu révolutionné l'injection de dépendance parce qu'elle est beaucoup plus simple que les autres. Donc, avant, il y avait déjà des frameworks d'injection de dépendance. Hein. C'est pas une idée d'ailleurs totalement nouvelle. Ça doit, comme toutes les bonnes idées, ça a dû naître à la fin des années 70. Donc, c'est 70 en Belgique, excuse-moi. Mais ouais, c'est faut pas dire n'importe quoi quand même. Les années 70, j'ai pas l'habitude. Et donc en fait, au début, on utilisait plutôt des choses comme Spring pour faire de l'injection de dépendance. Donc des frameworks qui étaient assez lourds, qui étaient conçus pour les serveurs principalement, et puis qui étaient assez compliqués aussi parce qu'il fallait faire beaucoup de configurations en XML. Donc tu vois, c'est plutôt anachronique quand on regarde ça aujourd'hui. Et donc Juice a un peu tout changé parce que tout était faisable par du code, par des annotations, donc assez simple. Donc on a dû attendre quand même Java 5 pour pouvoir utiliser les annotations. Donc l'idée elle est toute simple. Quand tu as besoin d'une injection, tu vas injecter un champ, il va être injecté automatiquement. Pour tout ce qui est de la configuration, c'est des modules et c'est du code. Donc ça veut dire pas d'autres langages à apprendre, pas le petit XML de Spring à apprendre, le gros XML de Spring. Une configuration plus simple, plus intuitive, plus naturelle que du code. Donc ça a un peu changé la donne et ça a beaucoup popularisé l'injection de dépendance. Et donc quand Android est arrivé dans les premières années, c'était un peu un jouet, tu vois, on faisait des applications, c'était pas très compliqué, les téléphones n'étaient pas très puissants, les API un peu moches, bon, ça n'a pas vraiment décollé. Et puis au fur et à mesure, on a vu de la programmation de plus en plus mature arriver. Ça a été vraiment initié par des grosses compagnies qui ont commencé à faire de plus en plus de profits sur le mobile, donc qui avaient aussi un besoin d'avoir du code de plus en plus mature pour pouvoir s'assurer de cette source de profit. Et donc
l'idée d'introduire de l'injection de dépendance parce que ça permet des architectures plus testables à émerger. Et c'est là que Michael Burton a décidé d'initier RoboJuice, donc de faire en sorte que Juice puisse être utilisé sur Android et qui marche bien avec les activités, puis après les fragments, etc. Puis la librairie a grossi comme un gros bébé bien entretenu et puis bien nourri. Et puis voilà, effectivement, cette librairie, elle s'est mise à faire un peu tout et n'importe quoi, à gérer des événements, par exemple, un bus d'événements, à faire de l'injection, non pas uniquement de dépendance, mais aussi de vues, de ressources, euh, ouais, tout un tas de choses comme ça, du code asynchrone aussi, à faire du logging. Donc c'est devenu une sorte de couteau suisse pour le développement Android. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, pourquoi pas. Après, il y a pas mal de contributeurs, donc ça grossit comme ça. Et le problème, hein, c'est que Android a continué à maturer, à mûrir. Puis, en fait, un des gros problèmes de cette plateforme-là, c'est que la réflexion est très lente et Juice utilise énormément de réflexion. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de Juice, donc au cœur de RoboJuice. Parce que RoboJuice, ça doit être peut-être 200 classes, et Juice, ça doit être à peu près 1000 classes. Donc on voit qu'il y en a une qui est quand même beaucoup plus grosse, et le cœur de RoboJuice, c'est vraiment Juice, et il utilise massivement toutes les features de réflexion. Donc sur un serveur, ça pose pas de problème. En plus, sur un serveur, dans une JVM de PC, au bout d'une quinzaine d'appels, la réflexion est aussi rapide que du code normal, parce qu'il y a une JIT, une Just-in-Time Compiler. Donc il n'y a pas vraiment de coût associé à l'utilisation de la réflexion dans une librairie. Sur Android, il n'y a pas cette JIT. Dans Nougat, les choses vont évoluer un petit peu, ça a été amélioré, mais on est encore loin d'une JIT. Donc les performances de la réflexion sont vraiment loin d'être satisfaisantes sur Android. Et puis, on a vu aussi tout le domaine se raffiner, avoir des exigences de plus en plus intenses au niveau de la rapidité, de la flexibilité, de l'utilisation des ressources. Juice consommait beaucoup de mémoire aussi, il utilisait Guava dans les dernières versions, qui est juste énorme pour une application Android, et qui va te remplir ton premier DEX, par exemple. Donc, on voyait de plus en plus de dissonance finalement entre Android et puis RoboJuice. Donc, surtout le problème pour nous, c'était les performances. Donc là, avec Michael, on a décidé d'aller sur avant que je travaille pour Groupon, en open source, on avait décidé d'introduire un système hybride qui était basé sur des processeurs d'annotation, donc qui permettait d'aller chercher plus de performance. Donc Dagger 1 avait sorti une librairie d'injection de dépendance entièrement basée sur des processeurs d'annotation, ce qui conceptuellement est quand même une petite révolution. Faut remettre les choses dans leur historicité finalement. Et c'est donc Crazy Bob qui travaillait pour Square, qui était le CEO de Square, qui a fondé la JSR 330, qui est la JSR de l'injection de dépendance, donc les specs, si on veut, de l'injection de dépendance. Depuis le début, il se disait que tout ça, ça allait fonctionner au runtime, mais que peut-être, il y aurait moyen d'avoir ça au compile time, donc de pouvoir construire complètement un graphe d'injection de dépendance à la compilation. Il avait cette intuition-là, ils n'ont jamais pu le coder, jusqu'à ce que Jake Wharton en fait rentre dans le décor, et qui travaille pour Square, et qu'en fait ils se mettent à bosser là-dessus, avec pas mal aussi Pierre-Yves Rico, qui a bien contribué, et ils ont réussi à faire en sorte qu'on puisse produire un graphe d'injection de dépendance entièrement à la compilation. Ce qui a pas mal d'avantages, quelques inconvénients aussi, on pourra en reparler. Mais donc ils ont réussi à faire ça et c'est vraiment un gros milestone, je dirais, pour l'injection de dépendance. Ça prouve à quel point tout devient maîtrisé, rapide, enfin une compréhension très achevée en fait de l'injection de dépendance avec Dagger 1. Donc dans RoboJuice, on s'est dit on va essayer d'aller chercher des performances en s'inspirant de ce modèle-là. On avait donc un système hybride qui utilisait encore pas mal de réflexion parce qu'on utilisait encore Juice, mais on avait optimisé beaucoup de choses, notamment le scan des annotations par un processeur d'annotation. On a gagné pas mal de perfs, 50% dans la version 3, encore 50% dans une version 4, mais on était quand même en sort très loin de Dagger. Donc, est-ce que tu parles là de RoboBlender alors? Ouais, voilà, c'est ça. RoboBlender, c'est la partie processeur d'annotation de RoboJuice. Et donc, on a gardé ce système-là, on l'a raffiné, on a même optimisé Juice, mais il s'est avéré en fait que c'était très difficile de contribuer à Juice, parce que pour Google, qui maintient Juice, et Dagger 2, Dagger 1 est maintenu par Square. Donc pour Google, en fait, Juice, c'est vraiment quelque chose qui est orienté serveur. C'est pas du tout fait pour Android, ils veulent pas faire ce move-là, c'est pas leur niche, tout simplement. Et ils préfèrent avoir quelque chose avec beaucoup de features, qui ça soit plus lent, parce que c'est pour les serveurs. Donc tout ce qu'on faisait comme optimisation, c'était rejeté en fait par les contributeurs de Juice. Donc on se retrouvait à maintenir un fork d'une librairie qui est quand même passablement compliquée, avec un processeur d'annotation, pas vraiment de feedback dessus, donc tout marchait. On l'a mise en production, on n'avait plus de bugs en fait importants à la fin, des petits trucs, mais bon, tout marchait, tout s'améliorait, mais c'était encore trop lent.
Et puis, petit à petit, on a eu d'autres idées qu'on finit par émerger. Je pense ouais, j'ai dû travailler à peu près 2 ans et demi, 3 ans, et sur mon boulot, et en maintenant RoboJuice, et dans mon temps libre aussi sur l'injection de dépendance, essayer d'avoir des idées pour optimiser tout ça. Et puis, un jour, j'ai proposé qu'on lance quelque chose pour remplacer complètement RoboJuice à Groupon. Personne n'y a cru, donc on n'a pas fait le projet en interne. J'ai attendu d'avoir du temps et là je l'ai codé sur mon temps libre avec un collègue de Groupon également. On a fait ça entièrement sur notre temps libre. Ça nous a pris 2 mois, on est parti de rien et à la fin on avait un nouveau système d'injection de dépendance qu'on a appelé ToSpeak et qui marche super bien, qui se base sur l'API de Juice, qui a la rapidité de Dagger, donc un peu la simplicité de Juice, la rapidité de Dagger. Et ouais, on aime beaucoup ce système, on l'a mis en production depuis 2 semaines officiellement maintenant. On n'a aucun bug, parce qu'on a passé beaucoup de temps à le tester en interne avant de le sortir, et puis les performances sont excellentes. Donc ouais, on est vraiment très content de ce qu'on a réussi à introduire. Et puis, en fait, donc pour répondre à ta deuxième question, quel est l'intérêt de sortir une nouvelle librairie quand il y en a déjà une ou deux qui existent, comme Dagger 1 et Dagger 2? Notre idée, c'est de fournir une alternative. On n'aime pas trop les monopoles. Donc c'est un peu ça l'idée, je pense, derrière l'open source, c'est de proposer des choses aux gens, de faire en sorte qu'ils ne soient pas pris un peu au piège dans une seule technologie, une seule solution. Donc on est content de proposer une offre un peu plus diversifiée sur Android. Et puis sincèrement, on pense qu'il y a des bonnes idées dedans, que ça vaut la peine. Donc en termes de performance, en fait, même dans les use cases d'Android, ToSpeak est plus rapide de ce qu'on a pu observer que Dagger 1 et Dagger 2. On va revenir sur le pourquoi. Mais disons que juste quand on dit plus rapide, ça va jouer à 1 ou 2 millisecondes pour quelques milliers d'injections. Voilà, on a proposé quelque chose qui est équivalent, peut-être plus simple, avec des bonnes idées derrière. Une meilleure gestion des scopes, par exemple, qu'on pense être une problématique super importante pour aller encore plus loin dans le développement Android. Donc ouais, on est content juste de proposer cette alternative, d'avoir du feedback, et on pense que la librairie va très bien marcher, ouais. Ah bah ça, ce serait super justement, tu parlais des scopes, est-ce que tu pourrais un peu toucher un mot sur les scopes, et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, à quoi ça sert? Ok, en fait, je pense qu'une chose assez drôle à dire sur les scopes, c'est que c'est pas si évident que ça de comprendre ce que c'est qu'un scope. Donc je faisais de l'injection de dépendance depuis presque 4 ans, avant d'avoir codé ToSpeak, et en fait en optimisant RoboJuice, un jour, je me suis rendu compte que les scopes, c'était grosso modo juste des hashmaps. Et donc, j'ai réimplémenté complètement les scopes dans RoboJuice, ce qui nous a fait gagner pas mal de performance aussi. Mais à partir de ce moment-là, j'ai vraiment fini de comprendre l'injection de dépendance. Puis c'est en recodant ToSpeak, je me suis replongé dans la JSR 330 vraiment pour mieux comprendre ce que eux entendaient par scope, etc. Donc, c'est pas un concept très très compliqué. En fait, l'idée vraiment centrale derrière le scope, c'est la réutilisation des instances. Donc, supposons que tu es dans ton application, tes deux parties, A et B, mettons, et que toutes les deux ont besoin de C. Donc, elles ont besoin d'un C, A a besoin d'un C, B a besoin d'un C, donc toutes les deux injectent un C. Toute la problématique du scope, c'est de savoir quand est-ce qu'elles ont le même C, et quand est-ce qu'elles ont des C différents. Donc, par défaut, si tu n'as pas de scope, en fait, à chaque fois que tu vas injecter un C, tu vas te retrouver avec un C différent. Maintenant, si A et B sont dans le même scope, elles vont partager le même C. Donc en ce moment-là, on dira que C est un singleton du scope qui contient A et B. Donc c'est vraiment réutiliser les instances qu'on injecte. Ça va pas plus loin que ça. Et après, il se trouve qu'on peut étendre ce raisonnement-là, comprendre aussi le lien qu'on peut faire avec des annotations. Donc je pense que la plupart d'entre nous sont assez familiers avec le @singleton, qui permet d'annoter une classe et de dire c'est un singleton global de mon application. Donc ça c'est vrai, c'est du scope de ton application, mais tu peux raffiner, tu peux avoir des sous-scopes, des scopes enfants, et tu peux aussi dans ces scopes enfants définir des singletons, et donc savoir un usage très raffiné de la réutilisation de ce que tu injectes, et c'est ça qu'on va chercher avec les scopes. Donc par exemple sur Android, très naturellement on arrive à effectivement un scope de l'application, donc ça c'est ton application qui tourne dans ton process, donc tu vas avoir des objets qui vivent à ce niveau-là, tu peux avoir tous les singletons qui vont... contenir un état très global à ton application, par exemple des données sur un utilisateur, pourquoi pas, ou plutôt je sais pas, des préférences sur les couleurs à utiliser dans ton application, plutôt ça. Ensuite, tu pourrais définir un sous-scope, par exemple au niveau de tes activités, pour dire dans une activité, j'aimerais bien avoir par exemple
ma shopping cart, ma liste d'épicerie. Et puis comme ça va permettre à différents fragments de l'afficher sous différents angles. Un qui pourrait afficher les prix, un qui pourrait afficher comment ajouter dans cette liste d'achat, etc. Donc tu vas pouvoir partager dans tes fragments, à l'intérieur de ton scope, cette liste d'épicerie, cette liste de shopping cart, liste d'items que tu as envie d'acheter. Donc tu vois, tu peux créer comme ça tout un tas de scopes intermédiaires donc, qui sont liés à la vie de certains contextes, donc des activités, ou des fragments, ou même peut-être une vue, tu pourrais le partager avec les sous-vues, tout un ensemble d'objets. Mais de façon générale, en fait, c'est cette idée que les scopes vont être les enfants des uns des autres, qui est plutôt quelque chose qui est assez propre à Android. Et en fait, dans la pratique, les scopes sont souvent ça, ils sont toujours organisés dans une sorte d'arbre. Et donc, dans ToSpeak, ce qu'on a fait, c'est que vraiment, cette notion de scope, elle est centrale. Tu ouvres des scopes et tu précises tout de suite de qui sont les parents, de qui sont les enfants, etc. Tu fermes les scopes très facilement, tu déclares très facilement des singletons de scope. Donc tu manipules ça comme un objet direct. Donc même je pense que ToSpeak en fait est une bonne librairie parce que elle rend explicite le concept de scope. Alors que d'habitude c'est quelque chose, tu peux faire beaucoup d'injections de dépendance et un peu rien piger au scope et quand même vivre avec ça parce que tu te débrouilles. Mais dans ToSpeak, ce sera plus le cas. Tu seras obligé dès le début de penser un petit peu à tout ce que tu veux. D'ailleurs, Dagger 2 le fait aussi. Hein. Dagger 2 rend très explicite la notion de scope, très explicite la hiérarchie des scopes aussi. Et dans ToSpeak, c'est peut-être encore plus explicite, plus facilement manipulable. Et donc, ça devient un concept qui fait plus peur, en fait. Oui, mais justement, moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Je suis un vieil utilisateur de Dagger 2, en fait, depuis une version alpha. J'utilise Dagger 2 un peu partout et j'ai vraiment pris cette habitude-là. Et en fait, bien que les scopes soient, quand tu veux les définir, soient relativement explicites, t'es pas du tout obligé de le définir. Donc c'est-à-dire que tu vas, je veux dire par défaut, en fait, si tu prends la doc de Dagger 2, tu vas voir qu'ils vont faire un scope global mais non nommé, non spécifié, et donc tous les objets que eux présentent vont être globaux et sans scope. Et j'avoue que la première approche, ou en tout cas la première vue que j'ai eue avec ToSpeak, c'est mais pourquoi tu me forces à créer un scope? Je n'ai pas cette habitude-là, je n'ai pas du tout cette envie primale d'avoir un scope. Je veux d'abord et avant tout créer mes objets globaux. Et j'avoue que ça m'avait un petit peu fait peur. Ça m'a un petit peu fait reculer. Je me dis, hey, pourquoi? Et maintenant, en expliquant, quand tu l'expliques, c'est vrai que ça peut être une bonne chose de pousser un petit peu. Tiens, regarde, il y a une notion qui s'appelle scope et il faudrait que on comprenne un peu plus ce que ça veut dire parce que c'est pour ton bien, quoi. Quelque chose comme ça, en gros, c'est ça l'idée. Ouais, puis ça permet effectivement après d'aller vraiment plus loin. Donc, pour le moment, on n'a pas vraiment sorti d'article pour expliciter un petit peu pourquoi est-ce que les scopes sont intéressants. Mais on est en train de voir dans notre application à Groupon que ça, même depuis la conception de la librairie, on s'est bien rendu compte qu'en fait, en intégrant les scopes directement dans le design de ton application, tu vas pouvoir aller beaucoup, beaucoup plus loin. En fait, ça change complètement la façon de voir une appli Android. Donc, tu vois, avec l'injection de dépendance, déjà, il y a une barrière qui a été franchie. Il n'y a pas beaucoup de programmeurs qui la maîtrisent. Ensuite, les scopes, dans l'injection de dépendance, il y en a encore moins. Et après, de construire tout une nouvelle sorte d'architecture, finalement, autour de cette notion de scope. Bon, c'est sûr que c'est quand même assez avancé. Mais d'un autre côté, sincèrement, c'est quand même très très intéressant. Pour te dire, nous, on commence maintenant à avoir, bon, bien sûr, un scope d'application dans lequel on a nos singletons très globaux, on va dire, puis des scopes d'activité aussi dans lesquels on peut se partager des choses qui sont réutilisées entre fragments, entre vues, donc ça marche bien. Et puis, on est en train de commencer à introduire des scopes, par exemple, pour survivre à la rotation d'un écran. Tu peux te mettre dans un scope entre l'activité et l'application, et tu surveilles la rotation d'un écran. C'est là que tu peux mettre ton presenter pour MVP. Et donc, c'est là que tu peux persister aussi une partie de l'état de ton activité. Donc, sans vraiment se poser de questions, tu mets juste dans un scope, tu clôt le scope à la fin quand il faut, et voilà. On est aussi, donc c'est une réponse très élégante à un problème qui est quand même assez difficile sur Android, c'est comment faire pour survivre aux rotations quand ton écran est recréé. Garder et puis c'est ça, tout à fait. Voilà, donc on peut se servir de l'injection de dépendance qui devient super élégant, ça se règle en 2-3 annotations. Et puis, on est aussi en train d'introduire maintenant des scopes qui englobent plusieurs activités. Donc, par exemple, un scope d'achat. Et donc, à l'intérieur, on a plusieurs activités qui sont liées au flow d'achat. Donc, tu vas commencer par choisir un objet, choisir sa quantité, entrer ta carte de crédit, etc. Et tout ça se passe à l'intérieur d'un flow d'achat et dans lequel on fait persister tous les états des objets liés à l'achat.
Et donc, on a effectivement, en faisant ça, bah, tu survis aussi à tes rotations. En fait, on se rend compte qu'on est même capable d'aller encore plus loin et de survivre à la mort de l'application en codant bien les différents éléments qui gèrent les états. Donc, on a une architecture qui est en train de se standardiser aujourd'hui vers des entités qui sont très précises. Donc, quand on a un web service, on appelle ça API client, il n'y a pas d'état. Grosso modo, ça te renvoie des observables. Bon, si tu utilises Retrofit, c'est encore plus simple. Donc, tu fais tes requêtes réseau, tu les convertis du JSON à des POJO. Donc, ça, c'est la partie réseau, pas d'état. On a une partie manager qui conserve les états. Donc, elle conserve un état en RAM. Et cet état, dès qu'il est modifié, il est sauvegardé sur disque par un DAO quelconque. Ça peut être en charte préférence, base de données, comme tu veux. Et en fait, ces managers-là, dès qu'ils existent, ils lisent leur état et ils te l'offrent en RAM par une petite API. Et donc ces managers, ce sont eux qu'on injecte dans nos scopes intermédiaires, et c'est eux qui font en sorte que, quel que soit l'état de ton application, quel que soit l'état de l'activité dans le flux, que tu sois recréé depuis le début ou pas, tu retombes toujours sur un état dans lequel tu étais. Et cet état, il est disponible pour n'importe quelle activité qui fait partie de ton flow. Et donc en allant vers des architectures comme ça, on voit bien que les responsabilités sont de plus en plus séparées, beaucoup plus claires. T'as un modèle persistant en RAM, t'es plus ou moins obligé de te passer des choses par intent ou par des... On bypass un peu des mécanismes assez fondamentaux dans Android, mais en même temps on arrive à des modèles de programmation beaucoup plus simples, dans lesquels voilà, tes POJO ils sont en RAM, quand t'as besoin de les afficher, tu les demandes à un manager, hop, tu les affiches. Il y a beaucoup moins d'entités qui sont intermédiaires, qui sont utilisées pour collaborer, réaliser ton appli. Donc effectivement, ouais, toute cette idée de testabilité, design, scope, ensuite les scopes qui drive en fait un peu le design de ton application, effectivement, ça change pas mal la façon de programmer sur Android. Puis c'est intéressant de découvrir en fait toutes ces nouvelles perspectives au fur et à mesure de l'évolution de la librairie, quoi. Ah ben j'imagine, oui. Est-ce que vous savez un peu le nombre d'utilisateurs que tu as plus ou moins Bah pour le moment, quelques stats. On n'a pas encore de stats sur les applis qui l'utilisent. On pourrait avoir ça par AppBrain. D'habitude, je le mets en place. On va pas tarder à faire la demande. J'y ai pensé encore cette semaine. Mais là, on vient de fêter nos 50 millions de premiers utilisateurs puisque Groupon utilise ToSpeak maintenant. Wow. Donc, on n'a aucun bug en production, on n'a aucun bug lié à ToSpeak, tout va très bien, les performances sont excellentes. Donc, voilà, on a déjà nos 50 premiers millions d'utilisateurs. Ce qui est pas mal. Ouais, c'est pas mal pour un début. Mais il reste à faire en sorte que en fait, la librairie soit adoptée par d'autres compagnies. On sait qu'il y a d'autres utilisateurs déjà. Et puis surtout, essayer de faire en sorte d'animer une communauté autour. C'est ça qui est intéressant avec ToSpeak, de voir d'autres gens, d'avoir d'autres contributeurs. Ouais, c'est super. Benjamin, toi, t'as utilisé un peu ToSpeak, non ? Ouais, là, en fait, moi, comme je l'ai expliqué au premier épisode, ce qui s'est passé, c'est que donc avant, j'utilisais RoboJuice pour sa simplicité, parce que justement, comme tu le disais, il n'y a pas beaucoup de monde qui au début comprend ce que c'est que l'injection de dépendance et ce que c'est vraiment, ce que ça fait, pourquoi on doit le mettre en place et pourquoi, je sais pas, un new object, comme tu disais très bien. Et du coup, j'avais utilisé Dagger pour justement un petit peu introduire ce concept auprès de certains collègues, et ça a marché très bien, parce que forcément, c'était super simple. Et du coup, en fait, après ça, quand j'ai voulu migrer vers Dagger 2, je me suis rendu compte que c'était vraiment trop complexe, en fait. Dagger 2 était... et toujours, d'ailleurs, à mon sens, beaucoup trop boilerplate, en fait. On est obligé d'écrire 50 milliards de classes et d'interfaces, etc. pour au final faire quelque chose de relativement simple, on va dire. Verbeux, on dit en français, s'il te plaît. Voilà, verbeux, merci. Et donc, du coup, j'avais un petit peu cherché et j'étais tombé sur ToSpeak. Et j'ai tout de suite trouvé que c'était beaucoup plus simple. C'est moi qui t'en ai parlé, fais pas genre. J'imagine, parce que c'est moi qui t'ai parlé de ToSpeak aussi. Bah oui, mais voilà. Mais je voulais faire croire que c'était mon idée. Non. Donc, c'est la faute à Stéphane encore. La faute de Stéphane. C'était exprès. Bon, donc, et donc voilà, donc, tout de suite, j'ai trouvé que c'était une super idée. Et donc, je l'ai testé et j'ai accroché. Donc maintenant, ce qui se passe par contre, c'est que depuis, j'ai rejoint un nouveau client où là, il y avait Dagger 2. Donc j'étais obligé de le mettre dedans, dans Dagger. Et alors maintenant, je comprends un peu mieux Dagger. Et je pense que justement la transition aussi de RoboJuice par ToSpeak vers Dagger, c'était une bonne chose pour moi dans tous les cas. Puisque, comme tu le disais, c'est peut-être moins facile que RoboJuice, mais ça reste quand même assez simple. Maintenant, du coup, je vais peut-être dévier un tout petit peu, comme c'est notre habitude dans ce podcast, pour poser une question que j'ai, et que c'est peut-être totalement débile comme question.
Sûrement d'ailleurs. Voilà. Certainement. Mais donc, ce que j'ai remarqué, ce que j'aimais beaucoup avec RobotJuice, c'est que RobotJuice cachait un petit peu derrière sa méthode statique, justement, tout ce principe de scope. Donc, c'est-à-dire qu'au final, on avait cette méthode statique qu'on appelait, on récupérait nos objets qui étaient injectés, on n'avait pas trop besoin de savoir les scopes, etc. Et maintenant, je remarque, avec les scopes qu'on ouvre nous-mêmes et qu'on ferme nous-mêmes, au final, si je prends l'exemple, donc je prendrais un scope pour mon contexte, pour mon activité. Et mon fragment va avoir besoin de ce scope. Je vais devoir être obligé d'appeler mon activité qui a ouvert ce scope pour récupérer le scope. Et donc du coup, maintenant, ce qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai cette sorte de référence hard-codée vers mon activité, où je vais devoir caster getActivity ou le contexte, ou de façon ou une autre récupérer cette instance de mon scope. Est-ce qu'il y a une façon plus propre que de caster le contexte ou d'appeler en dur mon activité, ou alors est-ce que je suis obligé moi-même de recréer cette sorte de singleton statique intermédiaire qui va plus ou moins abstraire cela? Je vais tenter une réponse. Tu vas me dire si je suis tombé à côté tu me dis ou si dans le ma vide. question n'est peut-être pas claire non plus, hein. Je sais pas si... Mais je crois que j'ai compris, mais en fait, ce que je me demande, c'est... donc, quand tu ouvres un scope avec ToSpeak, tu lui donnes un nom. Euh, on a indiqué dans les docs, en fait, que le nom d'un scope, c'était bien quand c'était un scope qui était attaché à quelque chose qui vit, comme une application ou une activité, de faire en sorte que le nom de son scope qui est attaché à cette activité, ce soit l'objet qui vit lui-même. Donc, tu vois, le nom du scope application, bah, c'est l'objet application. Le nom du scope de l'activité, c'est l'activité elle-même. Donc avec ToothPick, quand tu veux obtenir le scope de l'activité, tu lui dis toothpick.openScope de getActivity ou de this pour l'activité, et tu récupères le scope qui est attaché à cette activité directement. Donc je comprends mal ton besoin de caster donc quand en je quoi fais que ce soit. Tu open, peux juste te servir du nom. quand je fais open, j'ouvre pas forcément un nouveau scope. Donc s'il était déjà ouvert, je récupère le scope qui était ouvert alors. Voilà, exactement. En fait, open, c'est pour ça qu'on a choisi les sémantiques de open et close pour bien montrer qu'il ne s'agissait pas d'une création ni d'un get. En fait, quelque chose un peu hybride entre les deux. Donc, open crée un scope si jamais il n'en existe pas qui ont ce nom-là. Et open te renvoie un scope existant si déjà il en existe un avec ce nom-là. Donc, en fait, tu peux, dans ton activité, quand elle commence, tu vas créer un scope qui est propre à ton activité, en précisant qu'il va être fils du scope de l'application, ce qui se fait en une seule ligne, hein, c'est pas très compliqué, avec open scopes de getApplication, getActivity ou this. Ensuite, donc ça tu le fais au niveau de ton activité. Donc dès que l'activité commence, elle se crée un scope qui est juste un espace mémoire dans lequel on recycle les instances pour l'injection. Donc cet espace va vivre en même temps, il est créé au moment du onCreate de ton activité. Tu as la responsabilité de le détruire aussi durant le onDestroy de ton activité, donc toothpick.closeScope this. Et maintenant, donc ce scope qui vit avec ton activité, tu vas pouvoir y avoir accès dans n'importe quel composant qui connaît ton activité, en fait, dont un fragment, dont une vue. Tu vois, une vue, elle a un contexte. Ce contexte, c'est ton objet activité quand tu es dans une vue. Donc tu peux faire à n'importe quel moment toothpick.openScope de getActivity pour un fragment, toothpick.openScope de getContext pour une vue, et tu te retrouves dans le scope de ton activité. Ça te va? Ok, ouais. Voilà, Donc tu vois, t'as pas besoin de caster, tu récupères juste le scope en utilisant le nom des ok, objets que tu utilises. j'avais mal compris. Je croyais qu'effectivement, une fois qu'on l'ouvrait, l'activité gardait une référence à ce scope pour justement pouvoir être partagée par la suite. En fait, c'était pas Bah, nécessaire. tu peux faire ça, mais effectivement, ça va t'obliger à caster, ensuite à faire un partage, et puis ouais, le cast, il faudrait qu'il passe par une interface, et idéalement pour pouvoir gagner en réutilisabilité de tes fragments, qu'ils soient pas trop liés à une classe d'activité, mais plutôt à une interface implémentée par une activité. Donc c'est plus compliqué en fait. Nous, on suggère vraiment d'utiliser le nom des scopes. C'est nettement mieux. C'est nettement mieux. Merci beaucoup. C'est nettement mieux, c'est plus facile. Et en fait, peut-être juste pour compléter, quand tu fais ça, quand tu essayes d'obtenir le scope lié à une activité, t'as un gros problème qui va survenir, c'est que des fois ton activité, en fait, elle est morte. Donc par exemple, tu es dans une async task, tu dis j'aimerais bien obtenir le scope de mon activité, et en fait, bah, tu te retrouves avec un nouveau scope. Parce que ton activité, elle naît, elle crée son scope, elle meurt, elle close son scope, mais tu as peut-être une async task qui est partie entre-temps, qui continue à faire des choses, et qui au moment de s'exécuter voudrait récupérer le scope de l'activité pour faire de l'injection de dépendance, et en fait ce scope a été fermé, parce que l'activité est morte. Et donc là, tu te rends compte que dans ton code, tu as des problèmes liés au fait que ton activité
est fermé, alors que tu veux faire des tâches en background. Donc c'est une façon supplémentaire de t'aider à débugger. Finalement, tu te rends vraiment compte du fait que ton contexte a été détruit, que tu n'avais pas prévu ta tâche pour supporter le fait que l'activité soit morte. Donc ça, c'est vrai au niveau des fragments, parce qu'ils ont quand même des cycles de vie plutôt bizarres. C'est vrai au niveau des async tasks, c'est vrai au niveau de RxJava, par exemple, de tout ce qui est asynchrone, en fait. Donc je pense que c'est un plus, en fait. Effectivement, tu rencontres des problèmes nouveaux, mais ils sont pas créés par la librairie, et en fait, ils sont juste pointés par la librairie. Donc ça t'incite vraiment à mieux prendre en compte dans le traitement des cycles de vie dans tout ce qui est traitement asynchrone, en fait. Ça a quand même été réfléchi, cette histoire, hein, il me semble. Vous avez pas fait ça en 10 minutes, quoi. En fait, on l'a codé très vite. Moi, je te dirais qu'il y a eu presque 1 an de conception. Ouais, c'est ça. Il y a eu beaucoup de réflexion, d'architecture, je suppose. Ouais, beaucoup de. Les 3 derniers mois, on s'est dit vraiment, on voulait coder la librairie. Donc là, on a vraiment peaufiné les API et tout. C'est là qu'on a fait émerger la notion de scope et de hiérarchie méronymique, là, de contenant-contenu. Mais ouais, l'implémentation, par contre, ça a été un rush de 60 jours. C'était épuisant, mais c'était génial. C'est le plus gros hackathon de ta vie, quoi. Ouais. Non, ça, c'était vraiment intense, hein. J'avais 2 mois, en fait, pour des raisons personnelles dans lesquelles je pouvais coder aussi intensément que je voulais. Et ça a été une super aventure. Avec Daniel aussi, d'ailleurs. Daniel, c'est vraiment une des révélations de ToSpeak aussi. Vraiment un excellent programmeur, jeune, qui est très très mature, beaucoup de perspectives. Ouais, le co-auteur de ToSpeak, Daniel Molinero Riguera, pardon. Ah bah, on ne manquera pas de le nommer encore une fois parce que je suis incapable de prononcer son nom. Vas-y, redis-le. Daniel Molinero Riguera. Voilà, mais Daniel, merci à toi aussi pour ToSpeak alors. Je tiens à dire, j'ai commencé, j'en parle à chaque fois, hein, j'ai commencé à faire une app dans le train parce que je prends le train pour aller au boulot en fait maintenant. Et dans le train, en tout cas en Belgique, on a un truc extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a absolument aucune connectivité avec Internet du tout. Et donc je prends ça comme un challenge pour programmer sans avoir d'accès à Internet, ce qui est pas facile. Non, pour moi, en 2016, non, c'est plus facile. Non, c'est vraiment pas simple. Et donc ToSpeak, c'est l'étape suivante. C'est la prochaine intégration que je vais faire dans ma super app. Faut dire que c'est vraiment une app du tonnerre. Mais oui, c'est la prochaine intégration que je vais faire, c'est l'utilisation de ToSpeak pour la notion de dépendance, parce que pour le moment, j'avoue, j'utilise des saloperies de constructeurs statiques. Voilà, voilà, c'est mal, mais ça marche. Ouais, donc, ça marche, ouais. Puis après, tu peux raffiner. Et... C'est ça. Ouais. Next step, c'est injecter ToSpeak dedans. Injecter ToSpeak, voilà. Pour que ToSpeak m'injecte des trucs. Voilà, donc... tu vois, tu utilises Dagger qui va injecter ToSpeak. Là, ça devient... Il y en a qui ont des architectures comme ça. Hein. Enfin bon... Après, effectivement, il y aurait beaucoup de choses à dire sur des utilisations de Dagger 2, mais effectivement, il y a des architectures hybrides. Je connais des boîtes qui ont des modules en Dagger 1 qui font de l'injection de modules de Dagger 2. Ah ouais. Oui, parce que en fait, un des problèmes avec Dagger 2, en fait, c'est qu'il n'est pas du tout modulaire. Donc, t'as beaucoup de performance, effectivement, mais parce que au runtime, il n'y a aucune question qui est posée, il n'y a aucun if. En fait, on va construire ça, puis ça, puis ça, il a besoin de ça, et ça, et ça. Donc, tout ton arbre est complètement codé déjà. Donc, c'est un arbre d'injection de dépendance qui est super statique. Et à aucun moment tu peux dire ah tiens, cette classe là j'aimerais la remplacer par un mock. À aucun moment tu peux dire ça. Donc après il y a d'autres pratiques de programmation qui font en sorte que il y a des tricks j'utilise un petit peu de ces trucs là avec Dagger notamment, encore avec ToSpeak, peut-être avec ToSpeak bientôt, mais en attendant j'utilise déjà ces quelques trucs pour créer mes propres mais je crois que c'est le problème de Dagger 2, c'est ce que Benjamin disait tout à l'heure, c'est la verbosité, c'est-à-dire que oui, tu dois créer tout un paquet de bazar qui vont dire je veux que tu puisses m'injecter dans telle et telle et telle classe, tu dois les spécifier bien, de manière très très explicite, ce qui est parfois une cause d'erreur parce que c'est des erreurs que tu vas seulement voir au runtime. Simplement, si tu n'as pas spécifié que tu peux injecter dans telle classe et que au moment où ta classe démarre, tu vas avoir juste des null pointers sur tous tes trucs injectés parce que t'as oublié de mettre la ligne, au fait, inject dans tel objet. C'est vrai que ça m'a déjà fait perdre un petit peu mes cheveux. Il y en a déjà plus des masses, mais ça a contribué. Donc oui, je sais que c'est clairement un problème. Donc les systèmes qui sont plus explicites, qui sont clairs et qui sont vraiment
bah, what you see is what you get, j'ai envie de dire, en fait. Si ce que tu vois dans le code, c'est vraiment ce qui se passe, et que t'as pas besoin de faire des trucs derrière que tu fais une fois, puis après que t'oublies qu'ils existent, c'est une bonne chose. Vraiment, ça ne peut être que bénéfique, c'est sûr. Donc, Bah, en fait, moi je te dirais dans ton commentaire, t'as confondu un peu deux aspects de Dagger 2 qui sont ça m'arrive souvent. pas que des inconvénients d'ailleurs, hein, pas que des inconvénients et pas vraiment que des avantages non plus, mais donc effectivement il y a le côté dont vous parliez tout à l'heure, qui est que Dagger 2 est assez verbeux. En fait, il tord tellement la syntaxe de Java pour ses propres fins. Donc, il te fait définir des méthodes qui ont exactement tel genre de signature parce qu'elles sont attendues par un processeur d'annotation. Et au bout d'un moment, je pense que Dagger se perd un peu dans cette verbosité, ce mini-langage qui est son utilisation de Java et te force à écrire des trucs qui sont plus que bizarres, là, des méthodes qui retournent juste un new. Enfin, t'as pas envie d'écrire ça en fait, c'est vrai. Donc il y a cet aspect-là dans Dagger, il est très verbeux, puis un peu tautologique des fois. Il te fait écrire du code stupide. Et t'as l'autre problème de Dagger, c'est qu'il est très statique, et donc que tu peux pas changer les implémentations pour une autre. Et tu vois, quand j'ai présenté l'injection de dépendance, pour moi c'est quelque chose qui est au cœur de l'injection de dépendance. C'est avoir ces articulations, dans lesquelles tu peux dire, ah bah toi tu utiliseras pas l'implémentation de ta dépendance, je vais te filer un mock pour pouvoir te tester. Et pour moi ça c'est vraiment la grosse feature de l'injection de dépendance, c'est ce que je recherche en tant que designer d'application, en tant qu'ingénieur architecte. Et donc ne plus avoir ça avec Dagger, avoir juste quelque chose de très efficace mais qui me donne une seule implémentation tout le temps, pour moi c'est un problème. Et donc c'est vraiment quelque chose avec lequel dont on voulait se débarrasser. On voulait pas que ça soit comme ça dans ToothPick, parce que justement Juice nous donnait ça et c'était énormément de confort. Et que ça nous le donnait avec une API qui était simple et élégante. Donc on a voulu faire la même chose dans ToothPick. Et donc dans ToothPick, tu peux changer les implémentations très facilement. Donc effectivement avec Dagger, se fait à la compilation, ça donne beaucoup de performance, ça donne aussi un contrôle, par exemple de la vérification des scopes, de l'intégrité de toutes tes dépendances. Tu peux pratiquement tout vérifier au compile time, ce qui est quand même plus productif, parce que tu te rends compte plus tôt de tes erreurs, mais elles sont aussi beaucoup plus compliquées à appréhender, je pense, qu'avec ToothPick. Et donc ToothPick est plus flexible, te permet d'implémenter des tests de façon plus simple, permet différents styles de programmation aussi, alors que Dagger est plutôt très rigide, il n'y a plus qu'une seule façon de faire les choses. Puis Dagger, il s'en fiche en fait, lui, qu'on puisse remplacer une implémentation pour une autre par un test. C'est pas du tout son problème, quoi. Il donne des patterns dans lesquels ce problème est complètement évité. Dans ToothPick, pour nous, ce problème-là, il était au cœur du design et on voulait que ce soit possible simplement. Et c'est ça que je voulais dire en fait, c'est que dans, enfin, la fameuse verbosité dont je parlais, c'est les composants, enfin dans Dagger 2 en tout cas, c'est le système de components. Et donc en gros ton component va définir qui peut être injecté et ce qui peut être injecté. C'est ça. Et donc techniquement, tu peux, en tout cas moi c'est ce que je fais dans mes tests, ben j'ai un autre component et aussi j'utilise d'autres types de components par flavor par exemple. Donc si tu crées divers flavors, alors là je vais overrider ou étendre si tu veux mes components et commencer à chipoter comme ça. Et donc là, maintenant ça reste relativement statique en effet, mais dans certains cas, tu peux quand même remplacer un module par un autre. Tu vois, donc dans ce cas-là, ça te donne cette articulation qui, j'entends, n'est peut-être pas aussi poussée que celle de ToothPick parce que ToothPick, elle, lui apparemment ne te demande pas de faire ce genre de gymnastique, de changement de flavor et ce genre de choses. Mais en attendant, c'est faisable avec Dagger. C'est juste pas facile. Mais il faut comprendre comment ça, il faut savoir comment le faire. C'est jouable. C'est tout, enfin, moi je le fais. Mais, c'est vrai que c'est pas, c'est de là que, c'est ça que je parlais de verbosité. Donc, c'est articulable, oui. Tu peux gérer un peu tes composants, mais c'est pas du tout comme tu viens de l'expliquer côté ToothPick. Ça n'a pas l'air aussi simple, c'est clair. Et je me réjouis de tester ToothPick plus en détail pour vraiment m'assurer de ça, de que tu dis vrai, parce que bon, est-ce que je peux vraiment te faire confiance, je ne sais pas. Non, il faut jamais faire confiance. Faut toujours essayer. Mais non, franchement, c'est vrai que c'est intéressant. Et dans Dagger 2, c'est vrai qu'il y a quand même des possibilités d'articulation. Mais quand tu regardes les docs, il y a même un très très long thread là sur Dagger 2 sur comment faire pour avoir des modules de test, etc. C'est quand même quelque chose qui est plus ou moins supporté, qui est difficile à atteindre.
Tout à fait. Et donc je pense que la réponse qui est donnée par ToSpeak est plus satisfaisante à ce niveau-là. Mais ça vient avec un prix aussi. C'est le prix, c'est que on va pouvoir résoudre en fait ce que tu injectes, donc tout ce qui est binding, seulement au runtime. Donc ça veut dire que tu vas voir tes erreurs tardivement C'est pendant ça. que tu te sers de l'appli. Ce qui pour moi est un gros problème. Ce qui est un gros problème, Clairement. notamment en termes de productivité, ça c'est clair. Mais bon, en même temps, tu gagnes aussi une certaine productivité dans tes tests. Enfin, nous, on a préféré faire le compromis comme ça, et on est très à l'aise avec cette façon de faire. Ouais, je comprends. Donc ouais, enfin c'est bien qu'il y ait justement, c'est un peu ce dont je parlais au début, ces différentes alternatives et que chacun puisse être libre de juger ce qu'il préfère. Et puis sans doute que l'histoire étant ce qu'elle est, il y aura quelqu'un qui va proposer quelque chose qui va fusionner les avantages les avantages des deux techniques à un de ces quatre. Idéalement, ce sera ça. Fabuleux. Mm-mm. Vive la compétition. Voilà. Ou C'est comme la ça que ça diversité. grandit. La diversité, pardon. Tant pour moi. Voilà, donc je vais essayer de recadrer un peu genre, sur ToSpeak et nous écarter un peu de Dagger du Bonne coup. idée, tiens. Par rapport. Donc ToSpeak vient aussi avec Smoothie. Et donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu du coup qu'est-ce que Smoothie et... Oui, en fait, Smoothie, c'est simplement un ensemble de classes pour ToSpeak qui sont... Donc ToSpeak est entièrement Java, donc c'est pas quelque chose qui est lié à Android, et Smoothie, c'est un peu un ensemble de classes qui te facilite la vie sur Android. Donc qui permettent de faire en sorte de décrire, de définir par exemple très facilement un module dans lequel l'activité peut être injectée, dans lequel les ressources peuvent être injectées, je sais pas, le layout manager, tous les systèmes services, des choses comme ça, des choses qui sont spécifiques à Android. Donc tu le fais simplement avec Smoothie. Donc pour ce qui est des noms, effectivement, on a rigolé un petit peu parce que on sait que Jake Wharton aime bien tout ce qui est coutellerie pour nommer ses librairies. Donc il avait commencé avec Dagger, qui veut dire une petite dague. Après Butterknife. Donc Dagger, c'était censé être encore plus fin, encore plus précis que Butterknife, donc un petit poignard, finalement une petite dague. Et donc on s'est dit on va faire ToSpeak parce que c'est encore plus petit, mais ça devient presque ridicule en fait, et encore plus piquant. Et donc Smoothie, donc ToSpeak ça s'inspire de Dagger, et Smoothie ça s'inspire de RoboJuice. Donc avec RoboBlender qui était le processeur d'annotation. Donc là on l'a appelé Smoothie, en fait c'est le meilleur de ce qu'on peut faire avec un RoboJuice. Bah, t'as rajouté de la glace et c'est parti, quoi. Et voilà, et on est content du nom sympathique de nos librairies. Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai, on n'a même pas mentionné le petit dernier, Tiger, là, qui est sorti de chez Google, et que j'ai malheureusement pas eu le temps de tester, mais qui doit être sûrement intéressant aussi à regarder. Je sais qu'ils mettent beaucoup de l'avant le fait qu'ils sont très rapides, donc malheureusement, il n'y a pas de benchmark pour qu'on puisse le comparer vraiment avec ToSpeak, mais oui, c'est intéressant parce que Dagger, il y avait quand même un petit problème en termes de performance, c'est vraiment au bootstrap. Donc si tu es à la recherche de tes 20 millisecondes perdues sur un Nexus 6 au démarrage, et ben effectivement tu vas pouvoir utiliser peut-être Tiger. D'ailleurs ToSpeak a des meilleures performances aussi dans pas mal de cas que Dagger 2. À cause de ça, parce que l'étape de bootstrap est plus rapide, elle est presque à coup nul dans les deux librairies, Tiger et ToSpeak. Donc ça vaudrait peut-être le coup de regarder ToSpeak ou d'inviter leurs auteurs le prochain coup. Mais il faut qu'ils parlent français, c'est plus problématique. Ah ça va pas être évident ça. Voilà, on utilisera Google Translate en live, on verra bien si ça marche. Ah ça peut le faire. Hein. Oui, donc Tiger, c'est un nouveau sur un new kid on the block, on va dire. Oui, comme ToSpeak, nouveau challenger, comme on va dire. Bah écoute, bah voilà, ça, diversité, c'est ce qu'on disait. Oui, c'est bien. Je pense que c'est intéressant. Et puis, c'est drôle parce que ça me fait penser à un speech que donne Pierre-Yves Rico, qui travaille pour Square, que je connais assez bien, qui travaille aussi dans la région de San Francisco. Et donc, lui, une des conférences qu'il donne, c'est faites vous-même votre framework d'injection de dépendance. Donc, je crois qu'il a donné trop souvent son speech et que tout le monde fait le sien maintenant. Mais effectivement, ouais, ça vaut la peine d'essayer de voir un peu comment tout s'articule, parce que c'est pas si compliqué que ça au final. Bon, après, avec les processeurs d'annotation, il y a beaucoup de subtilités pour aller vite. Mais comprendre l'idée générale, effectivement, je crois que ça vaut le coup de regarder un petit peu comment les choses sont faites, les différentes façons de les faire aussi avec différentes libs. Ouais, donc c'est bien qu'il y ait Tiger aussi. C'est juste pas bien qu'on puisse pas mettre d'issue et faire de pull request. Bah ça viendra, c'est bien, c'est Google. De toute façon, si Google dit que ça va plus vite et que c'est mieux, c'est forcément plus rapide et mieux. Forcément. Oui, ok, oui. D'accord. Oui. Sauf si Jake Wharton dit le contraire. Voilà, exactement. Sauf si Jake Wharton dit le contraire. Et maintenant Stéphane. Si Stéphane dit... Voilà. Non. Non, faut essayer.
Alors, On va essayer. j'avais une autre question aussi, du coup, par rapport à la mort de RoboJuice. Est-ce que ToSpeak a entraîné la mort de RoboJuice d'une façon ou d'une autre? Puisque, tu me dis si je dis des conneries, hein, mais notamment, il y avait RoboJuice 4 qui était pratiquement Uhum. sorti, ou qui était Qui est même sorti, ouais. sorti, et Qui est sorti. vous l'avez même pas annoncé en grande pompe. On était un petit peu, on a vu un commit ou une branche, un truc comme ça dans GitHub, sans aucune annonce, rien du tout. Et puis, peu de temps après ça, enfin, peu de temps, je sais pas, enfin, relativement peu de temps après ça, vous annonciez la mort de RoboJuice. Alors, est-ce que ToSpeak y était pour quelque chose? Oui, bah oui, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que RoboJuice était maintenu en coma artificiel depuis 2 ans, en fait, pour être honnête. Il n'était pas mort, mais disons que il n'y avait pas beaucoup de signaux sur l'encéphalogramme. Donc on se battait hein, pour essayer d'avoir des meilleures performances, de le moderniser, etc. Mais l'intérêt de la communauté déclinait aussi. On a fini par être un peu dans les dernières boîtes à l'utiliser encore. Ce qui n'est pas du tout le but, hein. On ne veut pas du tout faire des frameworks maison pour faire des frameworks maison. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment d'open sourcer des parties du code pour montrer un savoir-faire, pour aller chercher du feedback plus large, enfin, du vrai open source, quoi. Donc, ouais, RoboJuice, ça allait pas très bien les 2 dernières années, malgré tous nos efforts pour essayer d'utiliser des défibrillateurs cardiaques pour le stimuler un petit peu, puis augmenter les performances, mais non, rien à faire, il bougeait plus. Donc, c'était une mort programmée. RoboJuice 4, on l'a inclus dans une version de l'application de Groupon. On avait pas mal enlevé de features pour essayer de gagner un peu de temps, ce qui n'était pas une très très bonne idée. Et donc on a eu peur de le réaliser et que toute la communauté s'alarme en fait du fait qu'il fallait, par exemple, ne plus utiliser l'injection de vue de RoboJuice, c'était plus possible, mais utiliser Butterknife. Donc il y avait beaucoup de migration à faire. Et finalement, pour pas grand-chose, donc on s'est dit, bon, on va passer directement à Toothpick. Et Michael Burton, pendant ce temps-là, a décidé de tuer officiellement RoboJuice. Donc je pense qu'on va faire quand même un petit article post-mortem pour lier aussi avec RoboJuice et de proposer Toothpick comme alternative et Dagger. Parce que Toothpick n'est pas un RoboJuice 5, donc c'est vraiment une nouvelle façon de faire les choses. C'est un peu comme Dagger, c'est un peu comme donc, Tiger, etc. Donc ouais, une nouvelle approche un peu pour la DI avec des idées un petit peu de Dagger, des idées un petit peu de RoboJuice. Donc oui, la mort était programmée. Je pense qu'on n'a pas su très bien faire mourir la librairie. Et donc, ouais, il va falloir qu'on sorte un article pour en revenir un petit peu là-dessus. Ouais. Puis c'est peut-être une meilleure approche, je trouve, d'avoir plutôt des libs qui sont plus orientés vers un seul but, plutôt que ce côté, justement, comme tu disais tout à l'heure, couteau suisse, Ouais, exactement. multifonction. Hein, Je crois que c'est quand même bénéfique, surtout avec nos amours pour les decks. hein. Mhm. Et Non, non, pas c'est vrai. pas Bah qu'on ait d'ailleurs, des en fait, tu vois, problèmes avec les decks, hein, pas du tout, mais bon, voilà quoi. bah, tu vois, en fait, ce conseil, c'était donc, bah, j'ai déjà discuté pas mal avec Jack Wharton, et il me disait, lui, justement, que c'était pour lui quelque chose qu'il fallait que je travaille, parce que dans mes librairies, j'avais tendance à élargir le scope, et donc essayer de raffiner toujours, d'avoir un scope de plus en plus précis, pointu, vraiment une petite niche et régler un problème et le faire très bien. Donc c'est quelque chose qu'on a essayé de faire avec RoboJuice à la fin en enlevant des features qui étaient inutiles. Et donc avec ToSpeak qu'on a fait très bien. D'ailleurs aussi avec Enson, une autre librairie qu'on a publiée il n'y avait pas très longtemps, qui permet de, de créer automatiquement un DSL de navigation entre activités. Donc avec Dart. Paf! Euh, Aïe! Quoi? Tout ça ouais, sort cette bon. histoire. Non, ah oui, tu connais pas ça? Pas du tout, Enson? non. Non, bah, en fait, Dart te permet. C'est une librairie qui existait il y a déjà quelques temps. Dart qui est sur GitHub. Donc il faut faire Dart Android. Darta, je connais. C'est pas le langage de Google, hein, c'est Dart Android GitHub. Là. Donc ça te permet d'annoter tes champs avec des inject extra, grosso modo, et de pouvoir les passer par intent et d'associer automatiquement le contenu des intents avec les champs, avec un processeur d'annotation, donc très rapide. Donc tu vois, une petite fioriture à la Butterknife, mais pour tes intents et tes extras, quoi, finalement. Ah ouais, d'accord. Et nous, on a hijacké la version 2 de Dart, on a complètement dépossédé le contributeur original, honteusement. Et on a travaillé dessus pendant 1 mois et demi, 2 mois pour en fait, à partir des informations des inject extra, on génère des intent builders. Donc on génère une petite DSL qui te permet de construire des intents pour ces activités-là. Ah ouais, ça a l'air Donc, sympa quand même. donc Dart te permet de remplir tes champs dans l'activité target, donc remplir tes champs avec le contenu des intents, et Enson te permet de construire les intents en se servant de ce qu'il y a dans l'application target.
Donc ça te génère en fait une couche de navigation entre activités et tu n'as plus du tout besoin des sérialisables, des machins, tout est géré pour toi. Tu passes que des objets avec un nom clair, enfin tout est avec une petite DSL, une petite machine AITA. C'était super intéressant à coder d'ailleurs. Et tout ça avec un processeur d'annotation. Ouais, non, c'est super. Pour les auditeurs, c'est Henson, donc c'est Henson. Ouais, exactement. C'est nommé en l'honneur d'un explorateur qui a découvert le pôle Nord, un explorateur nord-américain qui était noir-africain. Et personne ne sait ça, mais c'est le premier humain à avoir touché le pôle Nord. Bah, on en aura appris des choses aujourd'hui. On en aura appris des choses aujourd'hui, disais-je. Donc, oui, t'as toujours été dans l'open source, hein, toi, Stéphane, quand même. Ouais, j'aime bien ça. Ben là, j'avoue que là, j'ai plus trop d'idées. Mais bon, j'ai quand même suffisamment de boulot avec tout ce qui nous reste à faire à Groupon, donc toujours beaucoup de refactors, et ça m'occupe bien. Mais c'est vrai que là, ces temps-ci, après les 3 dernières années à chercher sur la DI et faire de l'open source, là, j'ai pas trop de nouvelles idées de librairie. Ah bah, il faut revenir sur RoboSpice, alors. Hein. Et remettre au goût du jour. Ouais, en même temps, là, tu vois, je fais que du RX Java ces temps-ci, je pense que c'est un peu fini, RoboSpice. C'est un peu mort, ouais. En même temps, c'est tellement proche, mais bon, après, juste un peu des approches différentes, quoi. Ouais, on peut dire que vous avez fait du RX avant RX. Ouais, enfin, en tous les cas, l'API, elle était sympathique, mignonne, ça marchait bien, c'est robuste, c'est cool, mais je sais bien que RX soit arrivé pour changer aussi un peu la game. C'est bien, toutes ces évolutions dans Android, ça reste super stimulant. Bah oui, Stéphane, un tout grand merci encore d'être venu nous parler. C'était plus que intéressant et j'ai appris énormément. Donc, merci à vous de m'avoir invité, les gars, c'était super sympa. Bah attends, là tu viens de remonter le niveau de notre podcast, je veux dire, le prochain on a intérêt à assurer, quoi. Oui, c'est vrai, vraiment. Donc, un tout grand merci d'avoir libéré ton temps pour ça fait vraiment plaisir. Et on va obliger tout le monde à utiliser ToSpeak déjà. Voilà, en parler, on va partager la bonne parole. Nous allons... Moi, ça fait quand même longtemps que je dis à Yannick de le faire, donc c'est lui qui m'en a parlé, c'est moi qui lui dis de l'utiliser. Il a fallu que le créateur vienne lui remonter les bretelles pour lui dire de l'utiliser. C'est vrai. Et bon, voilà, c'est chose faite. Ouais, non, je suis bien content qu'on ait eu le temps de faire cette émission, ouais, c'était sympathique. Ah bah super, franchement, c'est cool. Alors si en plus t'as passé du bon temps. Alors, du coup, on a quelques petites questions pour toi, des petites questions bonus. Donc je suppose que tu utilises Android Studio. Ouais. Voilà, alors est-ce que tu devrais citer une seule fonctionnalité que tu adores? Laquelle? Top. Shift Pomme A. Ouais, ça c'est un peu le couteau suisse. Hein. Bon. Ouais, voilà, c'est ça. Je viens des Macs, hein, donc forcément. Ah, un bon. Voilà, respect, total respect. Et... Total respect. Ouais. Alors aussi, hormis ToSpeak et Smoothie, une librairie que tu recommandes sans hésiter. La librairie, moi je trouve qu'elle est la plus avancée, la plus chouette, vraiment, c'est Retrofit. Ah oui, vraiment, j'adore cette librairie. Ça donne un tel niveau d'abstraction. On n'en a jamais parlé non plus. Jamais entendu parler. C'est vraiment bien foutu. En plus, maintenant, c'est très compatible avec RX. Là, je crois qu'ils sont sur une nouvelle version des API et tout. Enfin, moi, c'est vraiment une librairie qui m'a beaucoup impressionné, Retrofit. Et la vraie question, le thème Android Studio, blanc ou noir? Ah bah j'ai changé il y a 3-4 semaines pour le noir, avant c'est le blanc. Ah, donc t'es un nouveau Darkula alors. Voilà, c'est ça exactement. Ouais. Alors pourquoi? De façon générale, ça produit moins de lumière, donc c'est plus agréable parce que je programme pas mal tôt le matin, plutôt que tard la nuit, là, donc souvent j'ai envie de moins de lumière dans les yeux, et donc moins de blanc, c'est pas mal. C'est une bonne réponse. Moi j'aurais dit l'inverse, ça me tient éveillé justement. Et d'ailleurs, après, il faut utiliser des toothpicks pour garder les yeux ouverts. Ouais, voilà, c'est la boucle ça. est bouclée. J'ai réussi. Bon, encore un grand merci Stéphane. Benjamin, autre chose à rajouter? Bah oui, et Stéphane, oui, parce que figure-toi que, voilà, j'en parlais dans le premier épisode, quand j'ai découvert ToSpeak, je voulais absolument dire à quel point c'est magnifique, c'est merveilleux, etc. Et j'ai pas su comment éventuellement te mettre en CC sur Twitter ou peu importe. Alors du coup, si les gens veulent te contacter, Stéphane, comment peuvent-ils faire? C'est vrai que je suis pas très animal social, médias sociaux. Aussi, je suis un animal social, mais j'aime pas du tout les médias sociaux en fait. Donc j'ai pas de compte Facebook, Twitter. Je crois que ça fait des années que je m'en suis pas servi. Google+, ouais, voilà, Google+, le dernier truc à la mode là. Donc Google+, c'est pas mal. Et sinon, non, vous pouvez trouver mon email assez facilement sur Internet. Un email à gmail.com et puis voilà quoi. Je crois sinon Stéphane Nicolas sur GitHub. Hein.
Ouais, ça peut, mais après ouvrir des issues juste pour rentrer en contact avec quelqu'un, c'est Eh, plus ou moins la bonne façon de faire. Mais il faut savoir vivre avec son temps. Oui, exactement. Ouais. Et puis je suis pas super joignable, donc on peut faire ça. Bah Ouais, sinon, avec sinon, je crois que j'ai plaisir. ton numéro de téléphone, je peux le filer aux gens, c'est aucun problème. Oui, bah voilà, tu le donneras à la fin du podcast. Et toi, Benjamin, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors moi on peut me trouver sur Twitter @xzan où voilà, on peut me contacter et je répondrai sans souci. Et toi Yannick? Moi, c'est @theyan THEYANN sur Twitter, où je dis que des conneries. Comme Et dans vous le m'enverrez podcast. un lien vers le podcast? Absolument On peut se mettre pas. ça sur le Hors readme de de question. ToSpeak. D'ailleurs, vous pouvez trouver le podcast, vous pouvez nous suivre sur Twitter à @android_leaks et aussi sur androidleakspodcast.com où on va mettre tous les nouveaux épisodes à venir avec des grandes stars telles que Stéphane justement et d'autres à venir, mais ce sont des surprises et on peut pas vous en parler tout de suite. Leaks, c'est comme les poireaux, c'est ça? Exactement. C'est Voilà. exactement Donc, ce qu'on pensait. je suis un de vos premiers poireaux. Merci. C'était exactement ça. Eh bien, un grand merci et y a plus qu'à dire au revoir alors. Au revoir alors. Ouais, au revoir et encore merci de m'avoir invité. Merci à toi d'être venu. À bientôt.